Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd, littéralement. On va plonger au cœur des forces absolument colossales qui sculptent notre planète et qui bâtissent ces géants de pierre qu'on appelle les montagnes. Allez, c'est parti pour un voyage incroyable dans les cuisines tectoniques de la Terre. Quand on voit des images comme celle-ci, l'Himalaya vu de l'espace, ça semble juste éternel, immuable. On a l'impression que ces monuments de la nature ont toujours été là et qu'ils le seront pour toujours. Sauf que cette permanence, c'est juste une illusion à l'échelle de nos vies. En réalité, ces montagnes ont une origine, une histoire de naissance qui est à la fois violente et incroyablement lente. Alors la grande question c'est, comment ça marche? D'où est-ce qu'elles sortent? Pour percer ce mystère, voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on explorera les 3 grandes recettes de fabrication de montagnes. Et à la fin, promis, on mettra tout ça ensemble pour avoir la vue d'ensemble. Alors, la réponse à notre question, elle ne se trouve pas à la surface, non. Il faut aller la chercher bien plus profond, dans le moteur interne de la Terre elle-même. Notre planète, c'est un peu comme un fruit à noyau. Tout au centre, on a le noyau, super chaud. Autour, il y a cette couche immense, le manteau. Et puis à la surface, il y a une toute fine pellicule, la croûte. La partie rigide, tout en haut, qui comprend cette croûte et le sommet du manteau, ça s'appelle la lithosphère. Et le point crucial, c'est qu'elle flotte sur une couche un peu plus molle, un peu pâteuse, qu'on appelle l'asténosphère. Et cette lithosphère, attention, ce n'est pas un seul bloc, elle est cassée en d'immenses morceaux, comme un puzzle. Ce sont les fameuses plaques tectoniques. Il faut imaginer des radeaux géants qui sont en mouvement constant, poussés par la chaleur du noyau qui fait bouillir le manteau juste en dessous. C'est ce balai incessant des plaques qui est à l'origine de quasiment tout en géologie et surtout nos montagnes. On attaque maintenant la première recette. C'est la plus courante, la plus classique pour construire une chaîne de montagnes. On peut voir ça comme une gigantesque usine de recyclage géologique. Le mécanisme clé, le mot à retenir, c'est subduction. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Quand 2 plaques se rencontrent, il y en a toujours une qui est plus dense, plus lourde que l'autre. Eh bien, c'est elle qui va plonger. Elle va s'enfoncer sous sa voisine. Et le plus souvent, c'est une plaque océanique qui passe en dessous. Ce plongeon, il n'est pas sans conséquences, loin de là. La plaque qui descend génère une friction et une chaleur dingue. En s'enfonçant, elle emporte avec elle de l'eau, et cette eau va faire fondre les roches du manteau juste au-dessus. Le résultat, du magma se forme, il remonte à la surface et, paf, ça donne une chaîne de volcans explosifs. C'est exactement comme ça que s'est formée la majestueuse cordillère des Andes. Mais comment on sait que tout ça est vrai? Les séismes sont nos meilleurs indices. En cartographiant l'origine des tremblements de terre, les scientifiques ont vu un truc fascinant. Les épicentres ne sont pas du tout aléatoires. Non, ils dessinent une ligne parfaitement inclinée qui plonge profondément sous le continent. C'est la trace exacte, le chemin de la plaque qui s'enfonce dans le manteau. C'est la preuve irréfutable de la subduction. Les géologues appellent ça le plan de Wadaty-Benioff. Et ce processus, il laisse aussi des sortes d'empreintes digitales, des roches très spécifiques. Les 2 stars, ce sont l'andésite et la granodiorite. En fait, c'est assez simple, elles viennent toutes les 2 du même magma. Si ce magma arrive à jaillir à la surface via un volcan, il refroidit très vite et ça donne de l'andésite. Mais s'il reste coincé en profondeur et refroidit tout doucement sur des millions d'années, il forme de la granodiorite avec de gros cristaux bien visibles. 2 roches, 2 destins pour un seul et même magma. Allez, on passe à la deuxième recette. Alors, celle-là, elle est beaucoup plus rare et franchement contre-intuitive. Accrochez-vous bien. Ici, le plancher océanique ne plonge pas sous le continent. Il lui grimpe littéralement dessus. La preuve absolue de ce phénomène incroyable, ça s'appelle une nociolite. Mais c'est quoi ce mot barbare? C'est juste un morceau de plancher océanique avec toute sa séquence de roches typiques qu'on retrouve à sec, au sommet d'une montagne, parfois à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche. C'est un bout d'océan sur un continent. Le meilleur exemple pour piger le truc, ce sont les montagnes d'Oman. Au début, tout était normal. Une subduction avait démarré au milieu d'un ancien océan. Sauf qu'à un moment, le continent d'Oman est arrivé au niveau de la zone de subduction. Et lui, il est trop léger, trop flottant pour pouvoir plonger. Du coup, la subduction s'est bloquée. Mais comme les forces de compression continuaient de pousser, la seule issue possible a été que la plaque océanique se fasse carrément éjecter par-dessus le continent. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Cette carte, elle montre l'étendue gigantesque de l'ophiolite de Semai à Oman. On parle d'un bout de plancher océanique de plusieurs centaines de kilomètres de long, qui a été littéralement posé sur le continent. C'est la signature d'une obduction. On arrive maintenant à la recette la plus grandiose, la plus spectaculaire, celle qui donne naissance aux plus hautes montagnes du monde. C'est la collision la plus lente, mais aussi la plus puissante que notre planète connaisse. Le choc frontal entre 2 continents. Ici, les règles du jeu changent complètement. La croûte continentale, elle est épaisse, mais elle est surtout très peu dense.
un peu comme du polystyrène. Impossible de la faire plonger dans le manteau. Du coup, quand deux continents se rencontrent, c'est l'impasse totale. Ils ne peuvent ni passer en dessous, ni vraiment au-dessus. La seule solution, c'est de monter. La croûte va alors se déformer comme une tôle froissée, se plisser, se casser et s'empiler sur elle-même. Ça crée un épaississement crustal phénoménal et les plus hauts sommets du monde. Pour comprendre l'Himalaya, il faut s'imaginer ce voyage incroyable. Il y a 71 millions d'années, l'Inde, c'était une île au sud de l'équateur. Et elle a commencé à dériver vers le nord, à une vitesse géologique folle, jusqu'à percuter de plein fouet l'Asie il y a environ 40 à 50 millions d'années. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce crash continue, aujourd'hui encore. Mais attention, cette collision n'est que l'acte final d'une pièce qui a commencé bien plus tôt, parce qu'avant le grand choc, il y avait un océan entre l'Inde et l'Asie, l'océan Téthys. Et c'est la subduction de ce plancher océanique sous l'Asie qui a lentement mais sûrement rapproché les deux continents jusqu'à ce que l'océan disparaisse complètement. À ce moment-là, la collision était inévitable. Bon, on a vu 3 recettes très différentes pour construire des montagnes. Mais au final, il faut bien comprendre qu'elles sont toutes des manifestations de la même force motrice, l'incessant, l'infatigable mouvement de la tectonique des plaques. Si on résume, les chaînes de subduction, comme les Andes, naissent quand un plancher océanique plonge, ce qui crée des volcans. Les chaînes d'obduction, comme à Oman, c'est quand ce plongeon se bloque et qu'un bout d'océan se retrouve sur un continent. Et enfin, les chaînes de collision, l'Himalaya en tête, c'est le résultat du choc titanesque entre deux continents. Et cette histoire, elle est très très loin d'être terminée. Les continents continuent leur balai, les océans de s'ouvrir et de se fermer, les montagnes de naître et de s'éroder. Le visage de notre planète est en perpétuel changement. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si un nouveau supercontinent se formera un jour, mais plutôt quand, et surtout, à quoi est-ce qu'il pourra bien ressembler.